Aujourd'hui, on va se pencher sur la notion de superposition d'états quantiques et voir que dans un certain sens, la superposition d'états, ça n'existe pas. Un épisode dans lequel on va retourner dans le monde de l'infiniment petit et de la mécanique quantique pour parler, comme on l'a dit, de superposition d'états, un peu du concept de mesure et d'une famille d'interprétations autour de ces deux notions. Commençons par parler d'états quantiques, et même avant d'états classiques. Imaginons que vous ayez un système physique, par exemple deux barres jointes ensemble par une articulation. Ce qu'on appelle l'état de ce système, c'est simplement l'ensemble des paramètres permettant de le décrire et suffisant pour en déterminer l'évolution future. Dans notre exemple, il s'agirait de la position de son centre de gravité, de la direction de la première barre, de l'angle entre ces deux barres, mais aussi du vecteur vitesse de son centre de gravité ainsi que d'autres paramètres. Et l'état quantique, c'est la même chose, l'ensemble des paramètres permettant de décrire le système auquel on s'intéresse est suffisant pour en déterminer l'évolution. Alors pourquoi un autre mot ? D'une part, dans état quantique, il y a quantique, et on veut juste dire par là qu'on s'intéresse à la description de l'état d'un système à l'échelle des particules élémentaires. Et d'autre part, le fait d'utiliser un nouveau concept permet de souligner que l'ensemble des paramètres de notre état n'a peut-être rien à voir avec les paramètres auxquels on est habitué, comme par exemple la position ou la vitesse. Ça permet de ne pas faire d'hypothèse sur la nature de la réalité à de telles échelles et de raisonner avec le concept général d'état, l'ensemble des paramètres, quels qu'ils soient. Le fait que nos paramètres usuels puissent être différents, voire ne pas exister à des échelles plus faibles, peut sembler étrange. Mais en fait, on n'a pas besoin de quantique pour illustrer l'idée. On peut le faire avec des exemples parfaitement courants. Imaginez que notre système soit une bulle de gaz. Son état, à notre échelle, est caractérisé par son volume, sa température en chaque point et sa pression en chaque point. On va appeler cela son état macroscopique. Mais vous voyez que si on le désire, on pourrait être plus précis. On pourrait, à la place de ces concepts de volume, température et pression, considérer que son état, c'est l'ensemble des positions et des vitesses de toutes les particules qui composent ce fluide. On aurait ici une description plus précise et on pourrait parler d'état microscopique de notre gaz. Et ici, on arrive à ce qu'on veut illustrer à travers la notion d'émergence. L'ensemble des paramètres pour définir notre état macroscopique, volume, température et pression en chaque point, n'a rien à voir avec l'ensemble des paramètres de son équivalent à l'échelle microscopique, un ensemble de positions et de vitesses. On n'a pas le même nombre de paramètres, pas le même nombre de dimensions. Dans un cas, on a une description continue, dans l'autre, une description discrète, et la nature de chacun des paramètres n'a rien à voir. Vous remarquerez que si on connaît l'état microscopique, il est assez facile de montrer en quoi il fait émerger sa version macroscopique. Si vous savez que la matière est composée de particules en mouvement, vous pouvez définir assez naturellement les concepts de température et de pression. Mais à l'inverse, si on connaît que l'état macroscopique, on peut se retrouver bloqué par une falaise conceptuelle. Imaginez le recul qu'il faut, en ayant uniquement l'expérience empirique de la température et de la pression, pour comprendre qu'il s'agit d'un comportement causé par le fait que la matière est composée d'un grand nombre de particules en mouvement. C'est au minimum pour cette possibilité d'émergence qu'on parle d'état quantique. On s'intéresse au système à l'échelle des particules élémentaires et on veut se laisser la possibilité que les paramètres pour définir les états à ces échelles soient de nature très différente que ceux à nos échelles habituelles. Dans notre exemple du gaz, ça reviendrait à réfléchir conceptuellement à la version microscopique de notre état, mais sans en connaître réellement la nature, juste en laissant la possibilité que les notions de température et de pression n'y aient pas cours et fassent place à un tout autre ensemble de paramètres. Cette notion d'émergence est un élément central dans une certaine famille d'interprétations de la mécanique quantique. Et on va voir qu'elle n'a pas encore sorti tous ses atouts, car états microscopiques et macroscopiques peuvent parfois avoir des relations bien étranges. Reprenons la description macroscopique de notre fluide, avec son volume, sa température en chaque point et sa pression en chaque point. On va en faire une description encore plus macroscopique. On va juste noter dans quel état, solide, liquide ou gazeux, se trouve chacun de ces points, chacun de ces éléments de volume. Être dans l'état solide veut dire que microscopiquement, les particules restent solidaires et leur agitation est locale. Tout se passe comme si chaque particule avait un espace dédié, constant, pour gigoter. Dans l'état liquide, les particules restent encore solidaires et s'attirent encore entre elles,
mais régulièrement, elles vont glisser dans un creux disponible de leur entourage, leur mouvement n'est plus local, la structure change perpétuellement. Enfin, dans l'état gazeux, les particules bougent relativement librement dans tout le volume. Notre intuition, notre habitude macroscopique, c'est qu'en un point donné, notre substance soit solide, liquide ou gazeuse. Mais on voit bien ici que ces trois organisations particulières ne sont qu'une infime partie des états microscopiques possibles. Si on pouvait choisir l'état de chaque particule, choisir leur position et leur vitesse, on pourrait faire un véritable casse-tête, avec certaines particules à l'arrêt, d'autres plus libres, d'autres en mouvement conjoint, et de véritables bolides. De telle sorte qu'on puisse se trouver dans un état macroscopique qui n'est ni réellement solide, ni réellement liquide, ni réellement gazeux. Il ne présente simplement pas la régularité pour se trouver dans une de ces trois catégories. Le classer parmi elles n'aurait aucun sens. On illustre ici le fait que parmi les états microscopiques, il est possible que très peu d'entre eux correspondent à des situations usuelles macroscopiquement. On peut représenter ceci sur une carte, celle de l'espace des états microscopiques possibles. C'est une vision topologique un peu abstraite, mais elle nous sera utile dans la suite de cette vidéo. Pour désigner un état microscopique, il faut définir chacune des composantes en vitesse et en position de chacune des particules. On peut représenter ceci par un espace avec beaucoup de dimensions, une par paramètre. Ici c'est illustré avec uniquement 3, mais gardez en tête qu'il s'agit d'un espace abstrait avec bien davantage de dimensions. Un point de cet espace est donc un ensemble de valeurs déterminant la position et la vitesse de chacune de nos particules. Dans cet espace, il y a 3 zones particulières, celles dans lesquelles ça prend respectivement un sens de parler d'état solide, liquide ou gazeux. Tout le reste représente les valeurs des paramètres microscopiques, l'ensemble des positions et des vitesses de chacune de nos particules, pour lesquelles ça n'a plus de sens, il n'est plus possible de parler pertinemment d'état solide, liquide ou gazeux, l'organisation n'y est pas suffisamment cohérente. C'est un comportement conséquence de l'émergence qui nous sera utile dans la suite. Parfois, les états macroscopiques usuels, dans notre analogie les états solides, liquides ou gazeux, ne correspondent qu'à une infime partie des états microscopiques possibles. Pour utiliser toutes ces analogies et permettre une interprétation de la mécanique quantique, il nous faut un exemple issu du domaine, et on va choisir le spin. Alors ça peut sembler être un choix très étrange, car la notion de spin est particulièrement difficile à interpréter. Mais il se trouve que c'est aussi une notion particulièrement facile à décrire. On a en fait très peu de choses à admettre sur le spin pour pouvoir l'utiliser dans la suite de cette vidéo. Déjà, on s'intéresse plus précisément au spin d'un électron, c'est-à-dire qu'on regarde le spin comme une propriété, un paramètre associé à chaque électron, un des éléments participant donc à son état. C'est une propriété qu'on peut mesurer classiquement, c'est-à-dire à notre échelle macroscopique. Pour la mesurer, il vous faut définir un axe ainsi qu'une direction, et lorsqu'on la mesure, on ne peut trouver que 2 valeurs, plus ou moins. Et c'est tout ce que vous avez besoin de savoir sur le spin pour cet épisode, que ça fait partie des paramètres de l'état de notre électron, que ça peut se mesurer à notre échelle étant donné un axe orienté, et que la valeur mesurée sera plus ou moins. Sachant cela, on a donc juste envie de considérer que l'état de notre électron a quelque part un paramètre renseignant sur son état de spin, et avec 2 valeurs possibles, plus ou moins. Mais la physique quantique nous dit autre chose sur les paramètres correspondant au spin. En fait, la physique quantique nous dit autre chose sur les paramètres en général. Elle nous parle de superposition d'états. Comme on l'a dit, lorsqu'on mesure le spin, on ne peut trouver que les résultats plus ou moins. À notre échelle, il semblerait donc que la partie de l'état de notre électron qui correspond à son spin soit un paramètre pouvant prendre soit la valeur plus, soit la valeur moins. On va regarder ce que la théorie nous dit de cet état de spin à l'échelle quantique. Elle dit qu'à la place d'avoir un paramètre valant plus ou moins, l'état quantique est décrit par un couple d'amplitudes, une amplitude associée à plus et l'autre associée à moins. Ces amplitudes sont usuellement modélisées par des nombres complexes que j'ai schématisés ici par des flèches. Le point important à retenir, c'est que d'après la théorie, ce couple d'amplitudes capture tout ce qui est à savoir sur le spin à l'échelle quantique. Un couple d'amplitudes désigne un unique état microscopique. Toujours selon la physique quantique, lorsqu'on se trouve dans un état donné, avec les 2 amplitudes non nulles, on parle de superposition d'états, et la mesure depuis un tel état produira un résultat fondamentalement indéterministe.
On peut obtenir les probabilités d'obtenir tel ou tel résultat grâce à nos amplitudes, mais gardez en tête que ce couple d'amplitudes contient plus d'informations que simplement deux probabilités. Il désigne un unique état dans le sens conceptuel qu'on a vu dans l'introduction. Enfin, une dernière chose que nous dit la théorie, c'est que si, avant une mesure, on a un certain couple d'amplitudes, alors après mesure, l'état quantique aura une des amplitudes maximales, celle correspondant à notre résultat mesuré, et l'autre amplitude sera nulle. Ainsi, juste après une mesure, on pourrait recommencer la même mesure et retrouver le même résultat avec certitude, sans observer d'aléatoire. En quantique, le fait de mesurer a toujours un rôle actif. Mesurer, c'est à la fois obtenir un résultat et à la fois modifier l'état quantique, modifier ce couple d'amplitudes. Reprenons un instant notre gaz avec l'espace abstrait de ses configurations microscopiques. Comme on l'a vu, c'est un espace avec beaucoup de dimensions, dont un point détermine la position et la vitesse de toutes les particules. On peut se demander naturellement à quoi ressemble la topologie de l'espace d'état décrit par cette écriture, qui capture l'état quantique de spin. Mathématiquement, on se rend compte qu'il s'agit d'une sphère, une représentation connue sous le nom de sphère de Bloch. Choisir un point sur cette sphère est complètement équivalent à choisir deux amplitudes valides désignant notre état quantique. Gardez en tête que cette sphère représente quelque chose de très abstrait, la topologie de l'espace des états microscopiques de spin. Elle joue le même rôle que l'espace avec beaucoup de dimensions dans la description microscopique de notre gaz. On va prendre comme convention que le pôle nord de cette sphère représente l'état quantique avec la totalité de l'amplitude sur plus, c'est-à-dire la certitude de trouver plus si on mesure. Sur le pôle opposé, c'est la même chose avec la valeur moins. Tous les autres points de cette sphère correspondent à un état où la mesure donnera un résultat incertain, soit plus, soit moins. On a vu que la théorie nous dit que si on se trouve dans un tel état, qu'on mesure et qu'on obtient par exemple plus, on va changer d'état et arriver en haut de cette sphère. L'état quantique de spin est un point sur cette sphère et mesurer, c'est changer d'état quantique en l'amenant sur un des pôles. On a maintenant tout ce qu'on désire pour compléter notre analogie. Pour notre gaz, on sait qu'on peut se trouver dans un état microscopique qui ne correspond à aucun de nos états macroscopiques, liquide, solide ou gazeux. Si on se place dans un de ces états bizarres où chacune de nos particules se comporte très différemment et qu'on attend, les collisions successives vont moyenner les comportements, la cohérence va se rétablir et chaque élément de volume de notre fluide va voir son état se déplacer pour finir aléatoirement dans les zones correspondant aux états macroscopiques qu'on connaît, solide, liquide ou gazeux. L'émergence entre en action. Vous comprenez que lorsqu'on se trouve ici, on n'est pas vraiment dans un état qui est à la fois solide et à la fois liquide. On se trouve simplement dans un état qui est hors de ces trois habitudes macroscopiques. Et c'est ainsi qu'on va proposer d'interpréter la superposition d'états. Lorsqu'on se trouve dans l'état représenté par ce point ou par cette écriture, on n'est en fait simplement ni dans l'état plus ni dans l'état moins. On se trouve dans un état microscopique qui ne correspond pas à nos états macroscopiques plus ou moins qu'on obtient après mesure. Mesurer, c'est participer au processus de déplacement de l'état quantique vers un état avec un sens émergent. Quant à la modélisation de l'état quantique par un couple d'amplitudes, elle peut se voir comme une simple astuce pour désigner un point dans cet espace d'état microscopique dont on ignore les véritables paramètres. Une astuce mathématique qui se contente de faire ce qu'elle peut, désigner les points dans cet espace d'état microscopique depuis les deux seuls états de référence qu'on observe macroscopiquement, l'état plus et l'état moins. Pour encore mieux saisir en quoi cette notation complexe peut nous biaiser dans notre interprétation, on peut prendre une autre illustration. Voici une carte avec trois villes, Paris, Bordeaux et Nice. Pour localiser chacune de ces trois villes, on pourrait adopter un système de latitude et de longitude. Mais on pourrait aussi s'y prendre de la manière étrange suivante, dire que Paris c'est Paris, que Nice c'est Nice, et que Bordeaux c'est -1, -2i Paris, plus -2,7, plus 0,5i Nice. En effet, avec un coefficient complexe par ville, on peut désigner deux directions et les choisir pour que l'intersection soit Bordeaux. C'est une manière étrange de construire un système de coordonnées pour désigner des villes, mais ça marche. On voit bien qu'entre ces deux systèmes, celui avec latitude et longitude a davantage de réalisme que le second. Il renseigne sur la structure de l'espace sous-jacent et ne donne pas de rôle spécifique à Paris ou à Nice. Alors que le second pourrait nous amener à penser, ici, à tort, que Bordeaux, c'est un mélange de Nice et de Paris. C'est ça notre premier élément d'interprétation qui nous permet de douter du réalisme de la superposition. Lorsqu'un système quantique est dans un état dit superposé de deux états classiques,
il est possible qu'il soit ni dans l'un ni dans l'autre. On peut voir nos états classiques comme uniquement émergents, c'est-à-dire n'ayant pas toujours un sens pour un état microscopique quelconque. Comme dans l'exemple de notre fluide bricolé qui n'était ni solide, ni liquide, ni gazeux. Dans cette interprétation, une opération de mesure participerait au processus d'émergence et modifierait cet état pour le faire converger vers un état avec un équivalent macroscopique. Et ce processus de convergence aurait une part d'aléatoire. La superposition d'états ne serait donc pas ici la coexistence mystique de deux réalités, mais simplement la conséquence de l'émergence et une manière de désigner des états microscopiques sans correspondance avec nos états macroscopiques usuels. On va voir maintenant un autre argument pour douter du réalisme de la superposition. Les plus perspicaces d'entre vous auront gardé en tête un élément crucial qu'on a évoqué au sujet du spin. On a dit qu'on pouvait le mesurer à notre échelle à condition de spécifier un axe orienté. La mesure à notre échelle du spin d'un électron n'a de sens que par rapport à un axe. Et ça va nous amener vers une propriété étrange de la superposition. On va voir que celle-ci semble être contextuelle et subjective. Reprenons notre sphère représentant l'espace des états quantiques de spin de notre électron. On peut représenter l'axe Z sur lequel on mesure notre spin. Normalement, cet axe est dans notre espace physique et la sphère est un espace abstrait sans rapport. Mais c'est assez naturel de le représenter sur le même diagramme, étant donné qu'après une mesure sur cet axe, on se trouve dans un des états plus Z ou moins Z au pôle de cette sphère. On a vu que si on se trouve en plus Z par exemple, et qu'on mesure notre spin selon Z, on trouvera systématiquement plus. Si on se trouve dans l'état E, ici, en revanche, alors au moment de la mesure, on aura une chance sur deux de mesurer plus ou moins, et donc de finir en plus Z ou en moins Z. Ça sera à la fois le résultat de la mesure, et à la fois ce vers quoi la mesure aura déplacé l'état quantique sur la sphère. Mais on peut introduire maintenant un nouvel axe orienté, X. Et si on se trouve dans l'état E et qu'on mesure notre spin par rapport à cet axe X, on va systématiquement trouver plus, et notre mesure ne changera pas l'état quantique, car E, c'est en fait l'état plus X. Symétriquement, si on se trouve dans l'état quantique plus Z et qu'on mesure le spin selon l'axe X, on va observer aléatoirement le résultat plus ou moins, et l'état quantique sera déplacé par la mesure vers plus X ou moins X. Tout ceci nous montre à quel point le comportement de la superposition d'états est contextuel et dépend davantage de comment on mesure que de l'état lui-même. Plus X est un état superposé si on mesure selon Z, mais pas si on mesure selon X. Plus Z est un état superposé si on mesure selon X, mais pas selon Z. C'est encore plus flagrant au niveau du formalisme. Mathématiquement, pour désigner l'état E, on peut utiliser un couple d'amplitude sur les états plus Z ou moins Z, mais on peut aussi utiliser un couple d'amplitude sur les états plus X ou moins X. En fait, on peut désigner E par n'importe quel couple d'amplitude qui dépend des états de référence qu'on choisit. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que ces différentes manières de désigner formellement l'état E sont équivalentes. Ce sont trois manières de désigner cet unique et même point de l'espace des états. Un même état peut se formaliser comme la superposition de deux états de référence, comme une autre superposition de deux autres états de référence, ou comme aucune superposition. Et ici, on a notre second argument pour douter du réalisme de la superposition d'états. Un même état quantique peut exhiber un comportement superposé, où on aura des résultats de mesure aléatoires, mais ce même état quantique peut exhiber un comportement totalement classique s'il est appréhendé autrement. De la même manière, dans le formalisme mathématique, on peut désigner ce même état par différentes superpositions, voire même par aucune superposition. En quantique, il n'y a donc pas des états superposés et d'autres qui ne le sont pas, il y a juste des états quantiques dans leur espace de paramètres dont on ignore la nature, et en fonction de comment on veut les mesurer, on observe ou non un comportement de superposition. On va partir de ce qu'on vient de voir sur le spin pour parler de paramètres plus familiers, la position et la vitesse. Pour le spin, on a vu qu'on pouvait désigner l'état classique par deux valeurs, plus et moins, et qu'on pouvait formaliser son état quantique par un couple d'amplitude, une valeur complexe pour chaque valeur classique possible. Pour la notion de position, c'est la même construction. L'état classique de position, c'est un point quelque part, une valeur parmi un certain ensemble. L'état quantique de position revient à associer une amplitude, un nombre complexe, en chaque point de l'espace. Cette allure de distribution sur l'espace, ainsi que la manière dont elle évolue avec le temps, a beaucoup de similarités avec la notion d'onde.
On parle donc de fonction d'onde pour désigner l'état quantique lié à la position d'une particule. L'aspect qu'on a vu à propos du spin, où dans certaines bases on observe un comportement et un formalisme superposés et où dans d'autres non, on va maintenant voir qu'on l'observe aussi avec les notions de position et de vitesse classiques et leur équivalent quantique. À l'échelle classique, on a deux paramètres indépendants, la position et la vitesse. Avec la construction qu'on a vue pour formaliser l'état quantique, on s'attendrait à avoir une version quantique de chacun de ces paramètres. Mais ce n'est pas ce que la théorie quantique nous dit. La théorie nous dit que l'ensemble d'amplitudes sur l'espace suffit pour décrire intégralement l'état quantique correspondant aux notions de position et de vitesse. Dans ce qu'on a vu sur le spin, on pouvait exprimer mathématiquement un même état quantique depuis deux bases différentes. On observe exactement le même comportement avec la position et la vitesse. Pour désigner un même état quantique, on a le choix, soit de l'exprimer par une distribution d'amplitude sur l'espace des positions, soit de l'exprimer par une distribution d'amplitude sur l'espace des vitesses. Mais quel que soit notre choix formel, on parlera du même point, du même état quantique. Du coup, on voit que ces deux versions, en distribution d'amplitude de position ou en distribution d'amplitude de vitesse, ne sont pas indépendantes. Si on en choisit une des deux, elle correspond à un état quantique unique, qui n'aura qu'une unique manière d'être exprimé dans l'autre base. Le comportement de la mesure est lui aussi similaire. Pour le spin, on a vu que mesurer sur une base non seulement produisait un résultat aléatoire, mais également modifiait l'état quantique pour le faire coïncider avec le résultat de notre mesure. Et après une mesure sur un axe, l'état est superposé du point de vue de l'autre axe. Pour la position, c'est en parfaite analogie. Si vous mesurez la position d'une particule, vous allez obtenir un résultat aléatoire. Et si vous trouvez votre particule dans une certaine zone de l'espace, vous allez modifier cette distribution pour la compacter dans la zone correspondant à votre résultat. Votre mesure a modifié l'état quantique et ce nouvel état détermine la distribution dans la base vitesse. On observe un comportement similaire si on mesure la vitesse de notre particule. Expérimentalement, on observe que si on se trouve dans un des états représentés par des amplitudes resserrées dans un petit espace, alors elles seront étalées dans un très large intervalle de vitesse. Si on se trouve dans un état représenté par des amplitudes dans une petite gamme de vitesses, alors on sera dans un état étalé en position. C'est ce qu'on nomme le principe d'incertitude d'Heisenberg. Position et vitesse ne peuvent être simultanément et infiniment précisément prédictibles. La physique quantique nous dit que nos concepts de position et de vitesse sont deux aspects d'un même état à l'échelle microscopique. Lorsque la position se comporte classiquement, on se trouve en superposition d'état du point de vue de la vitesse. Lorsque la vitesse se comporte classiquement, on se trouve en superposition d'état du point de vue de la position. Et donc ce qu'on a vu à propos du spin est également valable pour ces paramètres plus intuitifs de position et de vitesse. Un même état quantique peut apparaître superposé et non superposé en fonction de la manière dont on l'appréhende. Si on veut continuer notre interprétation quantique à base d'émergence, ça donne quelque chose comme ceci. À l'échelle des particules, les paramètres de position et de vitesse n'auraient pas cours. Il ne s'agirait que de concepts émergents. L'état quantique qui correspondrait serait décrit par un ensemble de paramètres à déterminer. De manière transitoire, cet état quantique ne correspondrait plus parfaitement à une position ou une vitesse macroscopique précise. Toujours comme dans notre analogie du gaz avec son état microscopique bricolé, ni réellement solide, liquide ou gazeux. Réaliser une mesure de position reviendrait à participer au processus d'émergence, en déplaçant l'état quantique vers un état pour lequel il deviendrait pertinent de parler de position. Et réaliser une mesure de vitesse reviendrait à déplacer l'état quantique vers un état compatible avec l'émergence du paramètre macroscopique de vitesse. Et il se trouve qu'on observe un comportement singulier qui peut peut-être nous aider à approfondir cette interprétation. On constate expérimentalement que ces concepts macroscopiques de position et de vitesse ne peuvent pas émerger infiniment précisément en même temps. Ce type d'interprétation permet également d'appréhender différemment ce qu'on nomme la dualité onde-corpuscule. On a vu qu'en dehors des mesures, la description mathématique de l'état quantique d'une particule est un étalement d'amplitude sur l'espace, mais que lors d'une mesure, on ne constate jamais cet étalement. On trouve toujours la particule en un seul point. L'état quantique adopte une évolution de nature ondulatoire lorsqu'on ne le regarde pas, qu'on ne le mesure pas, mais lorsqu'on regarde, les particules semblent être des particules.
Usuellement, quand on cherche à interpréter cette dualité, on a tendance à considérer que les notions d'espace et de position existent à toute échelle. Et du coup, on se demande comment les particules peuvent bien faire pour avoir un tel comportement sur l'espace, être à la fois des ondes et à la fois des particules. Mais l'émergence permet de se poser la question à l'envers, considérer que les particules évoluent dans un espace d'état tout autre, et que d'un grand nombre de particules, la notion de position émerge, et donc la notion d'espace. On ne focalise plus la question sur les particules, mais sur l'espace. On se demande comment celui-ci peut émerger, comment le construire pour faire en sorte qu'il exprime aussi mal la dynamique des particules élémentaires. L'espace serait un point de vue sur nos objets, et la dualité onde-corpuscule un problème de ce point de vue, et non un problème lié à ces objets. Pour ne pas vous laisser sur votre faim, je dois vous donner un exemple d'émergence d'espace. Car concevoir qu'un concept comme la température puisse émerger, c'est faisable, mais souvent la notion d'espace a quelque chose de particulier. On y est beaucoup plus attaché et il est difficile de concevoir le sens que pourrait bien avoir faire émerger de l'espace. Gardez en tête que l'exemple qui va suivre n'est là que pour vous montrer que faire émerger de l'espace, c'est possible, rien de plus. Considérons donc un instant qu'à l'échelle des particules, les notions de position et d'espace n'existent pas. Pour illustrer ce concept d'émergence de l'espace, on va proposer à la place une réalité microscopique qui ressemble à ceci, ce qu'on appelle un graphe. Les particules sont les nœuds de ce graphe, les relations entre particules sont représentées par des arcs. Avec un tel formalisme, il est facile de concevoir qu'une certaine régularité d'organisation dans ce maillage puisse faire émerger de l'espace comme ici. Cet espace en gris n'existe pas réellement, c'est un support abstrait via lequel on peut facilement décrire une particule lorsqu'elle s'inscrit dans cette régularité d'organisation. C'est l'espace émergent. Dans ce cas particulier, on peut donc parler de position. Mais dans le cas général, le véritable état microscopique d'une particule est en fait cet ensemble de liens qui l'unit au reste, et il pourrait être quelconque. Dans ce cas, la particule ne s'inscrit plus très bien au sein de l'espace émergent, représenté en gris. On ne peut plus décrire son état microscopique de manière satisfaisante via le concept macroscopique de position. Personnellement, je trouve que cet exemple d'émergence d'espace est assez proche de ce qu'on peut obtenir avec une théorie quantique peu connue, celle des ensembles causaux. Comment utiliser cet épisode ? Comme vous l'avez vu, on a mélangé description de la quantique et interprétation de ces descriptions. Pour la partie descriptive, par exemple ce qu'on a dit sur l'état quantique de spin ou sur le principe d'incertitude d'Heisenberg, vous pouvez considérer qu'il s'agit d'une description consensuelle de la physique. Pour la partie interprétation, certaines idées seront déjà existantes dans la littérature, mais d'autres sont davantage personnelles. Ainsi, vous ne devez pas retenir ce type d'interprétation comme des conclusions sur le réel, mais simplement comme des possibilités, des éléments de réflexion, et vous concentrer plutôt sur retenir et comprendre les arguments qui y amènent, voire même sur produire une critique de ces arguments. Cet épisode est maintenant terminé. Ce que vous pouvez faire de mieux pour soutenir la chaîne est de partager les épisodes qui vous plaisent aux personnes à qui ils peuvent plaire, ou retrouver la chaîne sur Tipeee, Twitter et Facebook.